Bonjour à tous. Alors, nous poursuivons sur la partie loi de l'induction, induction, oui, par le chapitre justement qui s'appelle loi de l'induction. Alors ce chapitre en fait il va juste présenter les deux lois, loi de Lenz et loi de Faraday, sans entrer plus que ça dans les applications et justement dans leur application. En fait c'est un chapitre de transition où on présente les lois mais on ne les applique pas dans des cas précis, ce qui sera fait dans les deux derniers chapitres sur l'induction, où on traitera du cas du champ magnétique fixe dans un circuit variable et du cas du circuit du champ magnétique variable dans le cas d'un circuit fixe. Donc voilà ce qu'on fera maintenant. Alors, première partie du chapitre, introduction naïve. Donc on va introduire une nouvelle notion qui s'appelle le flux de champ magnétique. Et en fait, le flux, cette grandeur flux, c'est une grandeur assez commune, très présente en physique. Le flux, c'est notre phi. Donc on notera un flux de cette façon-là. Et en fait, on va, pour parler du flux du champ magnétique, du flux du champ B, on va introduire ça par exemple, un exemple, on prend un chalutier qui traîne donc justement un chalut, et un naturaliste qui veut aller à la chasse aux papillons. Quel est le point commun entre les deux? Le filet, forcément. Alors si on imagine, si on fait un petit dessin, hop, vous avez la traîne du chalut, hop, bon, un chalut, vous savez ce que c'est, bref, comme ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est ça qui est fait par les pêcheurs? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire plutôt pour maximiser? La question c'est que faut-il faire pour maximiser le nombre de poissons pêchés? Déjà, essayer de pêcher au niveau des poissons. Si on pêche alors qu'il n'y a pas de poissons, eh bien ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut également que la vitesse des poissons soit liée à la direction de traîne du chalut. C'est la même chose pour le filet à papillon. Évidemment, on va faire comme ça les deux, on va représenter les deux de cette façon-là. Alors, pour les deux, on va associer un vecteur surface. Vecteur surface, donc vous vous rappelez, si on oriente une surface entrante, si on oriente le contour comme ceci, on va avoir à ce moment-là, grâce à la règle de la main droite, on va avoir un vecteur surface orienté comme ceci. Donc, déjà, comment augmenter, je vais l'écrire ici, comment augmenter le nombre de poissons? Comment augmenter le nombre de poissons de papillons, de poissons pêchés, attrapés? Eh bien, évidemment, les pêcheurs ont bien compris que plus il y avait des ouvertures de chalut énormes, plus ils pouvaient récupérer de poissons d'un coup. Voilà, donc déjà, la surface va intervenir. S, augmenter S, la section, donc là, la section. Si vous pêchez longtemps, alors déjà il faut aussi que les poissons, si je représente les poissons, là, hop, ici, il faut que les poissons aient une vitesse la plus en lien avec la vitesse du chalut, la plus collinéaire, si on utilise le vocabulaire, donc la vitesse des poissons, la vitesse du chalut. Alors, de toute façon, là, on va maximiser le nombre de poissons qui vont entrer dans le chalut, parce que les deux sont collinières. Par contre, évidemment, ça vous semble évident, mais si les poissons ont une vitesse de poisson comme ceci, avec un chalut toujours traîné comme ça, eh bien vous aurez moins de poissons, forcément, s'ils s'en vont vers la surface. Si le banc de poissons essaie de remonter à la surface, si le chalut ne se déplace pas collinièrement, eh bien vous en aurez moins. Donc, ça c'est l'histoire du produit scalaire. Donc, V des proies collinières à V du vecteur surface en fait. Vecteur surface. Donc ceci, évidemment, si vous pêchez longtemps, ça va être plus intéressant. Delta T, le temps de prise.
augmente, et également si la densité de poisson est élevée. Plus la densité de poisson est élevée ou de papillons est élevée, et bien plus vous aurez de chaluts remplis. Ce qui donne, au final, si on exprime le nombre de poissons que l'on va obtenir ici dans cet exemple, n poissons, alors, eh bien, ça va être lié à la densité volumique de poissons. Alors, je vais écrire ailleurs parce que sinon, hop, j'ai pris trop de place. Hop, donc le nombre de poissons, il va être lié. Alors, si on imagine, on prend un cylindre, c'est plus simple. Hop, on prend un petit cylindre, ici comme ceci. On sait que pendant dt, les poissons parcourent la distance vdt. Et donc ici, la section, ceci, c'est S. Et les poissons ont une densité N égale densité volumique de poissons, c'est-à-dire nombre de poissons par mètre cube. Volumique. Cet exemple est là juste pour vous montrer qu'on peut définir un flux pour n'importe quelle grandeur. Un flux de poisson, un flux de champ magnétique, un flux de champ électrique, un flux thermique, etc. On va voir ce que c'est, donc le flux. Alors, donc le nombre de poissons, ça va être N, la densité volumique de poissons, fois le volume. Et donc ici, on va avoir N fois S fois V dt. Et en fait, le flux, là on va définir finalement le vecteur densité des poissons, NV, comme ceci. Et en fait, on va avoir un nombre de poissons. Alors, c'est pour faire intervenir le flux, nombre de poissons, qui sera simplement égal à, alors, à J S dt. Là, J étant le vecteur associé au nombre de poissons associés à leur vitesse, en fait, parce que là, j'aurais dû représenter le vecteur vitesse ici, comme ceci. Cette longueur ici et la longueur VDT et la distance, je vais écrire, distance parcourue par le poisson pendant l'été. Vous reverrez ça évidemment l'année prochaine, mais c'est une première prise en main des notions de vecteurs, densité de courant, etc. Tout ça, ce sera très important pour l'an prochain. Tout ça pour dire qu'en fait, on va pouvoir écrire ceci comme étant le flux. Le nombre de poissons, c'est le flux multiplié par un intervalle de temps infinitésimal. En fait, le flux, c'est une grandeur passant. Là, c'est le flux de poissons, donc c'est la grandeur passant plus de par unité de temps à travers une surface. C'est J S. Et si vous multipliez par le temps, vous trouvez la grandeur que vous cherchez. Alors, justement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le flux de champ magnétique. Alors, si on revient au cours, maintenant, on va voir que, donc on va prendre un contour fermé orienté, comme ceci, un contour fermé, on oriente, on récupère donc grâce à la règle de la main droite un vecteur surface. Est-ce que je fais un contour ds, pardon. Alors, ici un problème, là c'est égal. ds égale, un problème d'écriture, ds égale ds n, le vecteur normal à la surface. Donc là, si on prend un contour élémentaire, on va avoir un vecteur surface élémentaire orienté de cette façon. Et maintenant, on va chercher le flux de champ magnétique à travers le flux élémentaire de champ magnétique B à travers le contour élémentaire. Alors, le champ magnétique B, je peux le représenter. Je fais un champ B comme ceci, vecteur comme ça, par exemple. Eh bien, le flux élémentaire défie
va être le produit scalaire entre B et le vecteur surface. Donc si on rejoint un petit peu l'exemple de la règle de Poisson, ça c'est le nombre de poissons, là ce champ B, on maximise le produit scalaire entre la grandeur que l'on cherche à maximiser et le vecteur surface. On fait un produit scalaire. Donc là, effectivement, on ne maximise absolument pas le flux de champ magnétique parce que B et DS ne sont pas orthogonaux. Si maintenant, au lieu de considérer un petit contour élémentaire, on considère une vraie surface, eh bien, on va intégrer sur la surface totale, comme ceci, B scalaire ds. Alors là, la double intégrale, ça va dépendre du système de coordonnées. Si on travaille des coordonnées cartésiennes par exemple, eh bien, on va intégrer sur dx, dy. Si on travaille en coordonnées polaires, on va intégrer sur r et θ, etc. On le verra en exercice, ne vous inquiétez pas. Et donc, évidemment, si, quelle horreur pour cette année, je l'ai écrit ici, et des intégrales de fonctions à deux variables, c'est pas exactement le cas, parce qu'en quelle horreur pour cette année, on fera un exercice quand même en transition pour l'année prochaine. Là, on va nous limiter au cas où la surface S enferme un contour plan et B est uniforme. Alors, c'est pas exactement le cas. On a un exercice sur la pince ampère-métrique. Ce ne sera pas le cas. Donc là, si je fais le cas où la surface du contour plan est B uniforme, à ce moment-là, si B est uniforme, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, si B est uniforme sur la surface, on peut sortir simplement de l'intégrale. Et nous avons donc B scalaire la double intégrale sur la surface de ds, et simplement, si vous intégrez deux fois, alors je vais faire un exemple, coordonnées cartésiennes, coordonnées cartésiennes, à ce moment-là, si vous avez un élément de surface dx ici, dy là, et que vous devez paver la surface totale, mince, vous devez paver la surface totale, on va faire quelque chose comme ça, de x allant de 0 à a et y de 0 à b, eh bien, tout simplement, faites l'intégrale sur dx allant de 0 à a. On peut séparer les variables dy de 0 à b, et donc vous avez simplement l'aire de la surface a fois b. Donc ça c'est un exemple pour les cartésiennes, vous savez ça, et donc finalement, vous avez b scalaire s pour le flux. Donc vous, cette année en tout cas, en sup, c'est ce que vous utiliserez. Alors évidemment, l'année prochaine, vous aurez des cas un peu plus complexes où le champ B va dépendre du point de la surface où vous êtes. Là, ce n'est pas le cas, sauf, je rappelle, dans l'exercice sur la pince ampère-métrique. Alors si on poursuit le chapitre, maintenant, oui, les unités. Alors unité, donc la dimension du flux, c'est la dimension de B multipliée par la dimension de S. Donc les unités, en fait, unité courante, le champ B étant Tesla, on aura des Tesla mètres carrés. Alors le Tesla n'est pas une unité du système international, il faudrait, même par exemple pour les dimensions, il faudrait convertir en MKSA, etc. Donc ici, alors l'autre nom de Tesla mètre carré, c'est le Weber, W comme ça, et le Weber, WB, pardon, parce que c'est Watt autrement, WB, donc WB lié au Weber. Donc l'allemand qui a travaillé sur l'électrodynamique. Alors si on fait une petite application de calcul de flux de champ magnétique. On vous dit l'espace est décrit par un repère cartésien O, Y, Z. Vous avez un champ B qui est décrit comme ça, donc en cartésien. Vous avez les valeurs 1, 2, 4 avec les valeurs des projections, donc BX, BY, BZ. Quel est le flux magnétique à travers une surface d'air S
égale, voilà ça, dessiné dans un plan d'équation, ceci. Alors déjà, je fais un schéma, le champ B comme ceci, mais maintenant il faut qu'on détermine l'orientation du vecteur S. Je fais un peu ça n'importe comment, vecteur S. On connaît l'aire de la section. Alors, en fait, on va... Hop, c'est n'importe quoi. Hop. Je vais commencer par faire les choses dans l'ordre, plutôt. Donc le but de l'exercice, c'est de déterminer le flux de champ magnétique à travers cette surface S, d'air, donc 5 10 moins 1 mètre carré, de vecteurs surface S comme ceci, et le champ B, alors justement, le vecteur surface, on ne sait pas son orientation, parce que le contour n'est pas orienté, donc S, est-ce que c'est S, ou est-ce que c'est, là je mets une autre couleur, est-ce que c'est S'? Le vecteur surface associé, on ne sait pas, on n'a pas orienté le contour. Par contre, le champ B, bon, je le représente, on va le faire comme ceci. Le champ B, on le connaît, on a toutes les caractéristiques sur lui. On a l'expression et on a les valeurs ici. Donc le but, c'est de déterminer le flux à travers cette surface. Donc c'est la double intégrale de B scalaire masse ds. Étant donné que le champ B est uniforme sur la surface, on a B scalaire S simplement. Et maintenant, il nous faut trouver un vecteur normal à la surface. On connaît le plan, ici, l'équation du plan. Il nous faut un vecteur orthogonal à la surface. Mais ça, rappelez-vous, c'est un peu votre géométrie. Le vecteur n, moins 1, moins 2, 1, moins 2, 1, est un vecteur orthogonal au plan d'équation qui est donné dans l'exercice. Équation x moins 2y plus z égale 2. Le souci, attention, ce vecteur n'est pas unitaire. Donc il faut qu'on trouve un vecteur unitaire. Hop, on va le faire tout de suite. On va rajouter une page pour obtenir... Non, pas avant. Hop. Insérer une page. Donc pour déterminer le vecteur unitaire, bah, c'est pas très compliqué, on va l'appeler n, vecteur unitaire, petit n, unitaire. Eh bien il faut diviser par la norme de n, pas trop difficile. Donc ça nous donne 1 sur racine de... Alors on a dit que le vecteur c'était 1 moins 2, 1, 1 moins 2, 1, donc c'est-à-dire 1 carré plus moins 2 carré plus 1 carré. Donc ce qui nous donne 1 sur racine de 4, 6, 1 sur racine de 6, avec le vecteur 1 moins 2, 1. Voilà. Et maintenant, eh bien, il nous reste à faire pour déterminer le flux, le produit scalaire B scalaire S. Et là, c'est là qu'on a l'inconnu, plus ou moins, du fait qu'on n'a pas orienté le vecteur surface. Vecteur surface non orienté. Parce qu'on n'a pas orienté le contour, donc le vecteur surface n'est pas orienté. Et ce qui nous donne simplement, donc on a dit 1 sur racine de 6, et le produit scalaire. Donc il faut qu'on calcule le produit scalaire entre, alors le champ B, c'était moins 1, moins 1, alors vecteur, voilà, moins 2x, moins 2, moins 2, et le champ B c'est plus, selon les donc moins 2 également. Et EZ scalaire EZ, plus 1, tout simplement. Ah oui, mais il faut les valeurs numériques, quand même. Hop, dénonciation, pas n'importe quoi. Hop, donc, pour BX. Pour BX, on a dit que c'était moins 1. Donc, moins 1 fois 1.
moins plus 4 fois 2 plus on a dit, ah non c'est pas 4, c'est 2, hop là, c'est 2 ici que j'avais ici, bien, 2 ici et un 4 là, facteur de 1. Et c'est qu'il n'y a pas de signe moins devant z, non, tout à fait. Voilà, divisé par racine de 6, et donc ça nous donne. Ça nous donne simplement donc moins 5 plus 1. 2 fois de 4, là, moins 1. Je vais faire une bêtise entre la lecture. Pour la surface, bien sûr j'ai oublié la surface. Oh là là, multiplié par la surface. Multiplié par la surface qui est égale à 5 10 moins 1. Carré. Voilà. Et donc ça nous donne tout simplement. On va plus laisser S. Ça nous laisse donc, on a dit, moins 4 plus 4, moins 20. Plus ou moins, en fait, plus ou moins. 1 sur racine de 6 fois 5, 10 moins 1, et vert. Bon. C'est juste pour appliquer. Attention, dans cet exercice, on n'a pas orienté le contour. C'est juste pour appliquer la notion de flux. Alors, on va arrêter la vidéo et on va poursuivre par les lois de Lenz et de Faraday. Alors, ça aurait été évidemment bien plus simple